Notre histoire prend place à Nashville, ville américaine située dans le Tennessee. Eric Charles Maund vient au monde en 1975 au Texas. Il est le fils de Janice et Doug Maund. Eric est le deuxième enfant et il a deux sœurs. Il est issu d'une famille importante qui a fait fortune dans le milieu de l'automobile. C'est son grand-père Charles Maund qui a lancé l'affaire familiale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Charles Maund n'a pas connu l'opulence dans son enfance. Le fondateur du groupe Maund a vécu dans un milieu pauvre de la ville texane d'Anfield. Le jeune garçon perd ses deux parents à l'âge de 15 ans, sans que l'on sache les circonstances. Charles doit donc travailler pour vivre. Il se dégote un emploi dans une station-service comme pompiste. Quelques mois plus tard, un banquier lui prête 500 $ pour qu'il puisse acheter une voiture. Charles s'en trouve une d'occasion, mais pas forcément en bon état. L'adolescent la répare et la vend à un prix plus élevé. Cette expérience lui permet de comprendre ce qu'il fera plus tard, vendre des voitures. Et à côté de ça, t'es un mogo qui, quand il était petit, ne faisait que manger. Et maintenant, je continue de ne faire que manger. Ouais, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Moi, c'est être heureux et gros. Ouais. Enfin bref, en 1957, l'homme de 30 ans débute l'aventure à Austin. Il ouvre la concession Charles Maund Oldsmobile Cadillac. L'homme était plutôt apprécié dans le milieu de la vente. Il lui arrivait de boire des verres avec le dirigeant de la concession Chevrolet. Charles est un patron amical avec qui on peut passer du bon temps. Les années passent et les activités de la concession se diversifient. Les Cadillacs ne sont plus les uniques modèles qui sont mis en vente. On trouve désormais des modèles de type Toyota, Volkswagen et bien d'autres. Le groupe Maund Automobile voit le jour. Charles va initier son fils Doug qui fait ses armes au sein de son entreprise. Après plusieurs décennies, le dirigeant cède l'entreprise à son fils bien qu'il conserve un rôle important. Mais la passation est visiblement difficile. Doug n'est pas aussi bon que son père dans la gestion des affaires. Charles garde une forte présence. L'entreprise reste son bébé et certaines décisions prises par Doug ou par lui ne font pas l'unanimité. Ça va donner lieu à de nombreux conflits et pas seulement dans la sphère privée, mais aussi en public. Le Country Club d'Austin devient le théâtre de l'une de ces disputes. Charles et Doug s'y seraient, d'après ce que j'ai compris, battus au couteau. Oui, les mecs s'embrouillent et vont s'en mettre plein la gueule avec des couteaux. Au lieu de discuter tranquillement et de régler leurs différends, ils vont prendre des armes blanches. Personne ne sait quel est le motif de la discorde. Comme je le disais, imaginez-vous voir une scène pareille entre deux hommes d'affaires. Ça paraît irréel et on a du mal à y croire. D'autant plus qu'on comprend qu'il s'agit d'un père et de son fils. C'est dans cette atmosphère complètement folle que va naître Eric. Il bénéficie d'un cadre de vie privilégié. La maison familiale est immense, comptabilisant pas moins de 10 salles de bain. Quoi ? 10 salles de bain ? Quand moi je me battais avec mes frères et sœurs pour me laver le premier avec une salle de bain, eux, ils en avaient 10. Quand je vous dis qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vie. Les Maund ont également leur entrée au Country Club d'Austin. Eric côtoie un cercle de privilégiés, se mêle aux enfants des entrepreneurs et gens d'affaires locaux. Le jeune garçon sait assez vite ce qu'il attend. Il va certainement hériter de l'entreprise automobile familiale, comme son père avant lui. Son parcours scolaire et étudiant le mène vers cette voie. Il étudie à l'université Saint-Edward à Austin. Il rejoint par la suite la National Automobile Academy de Virginie. Eric fait la connaissance d'une certaine Sherry dans les années 1990. Sherry était la fille d'un homme d'affaires local. La jeune femme est employée dans une concession. Le couple se forme puis se marie en 1999. En 2002, leur fils Doug vient agrandir la famille. Un deuxième enfant naît par la suite. Du côté de sa vie professionnelle, Eric rejoint l'entreprise familiale. Il est associé au groupe Maund à l'instar de son oncle et de son père. Il exerce en tant que responsable des pièces et du service. L'homme gravit les échelons au fur et à mesure des années, devenant associé. Eric ne ressemble en rien à son père et à son grand-père sur le plan professionnel. Le jeune homme ne s'impose pas plus que ça et n'est pas spécialement présent. Il peut se contenter de son nom sans faire quoi que ce soit d'autre. La réputation de sa famille lui permettait déjà bien des privilèges, même ceux avant de tomber dans le monde du travail. S'il se rend à la concession d'Austin comme attendu, l'homme ne fait pas grand-chose. Eric s'installe à son bureau, fume des cigarettes et passe beaucoup de temps sur Internet. La famille Maund évolue parmi les personnes de leur milieu. Elle vit dans un manoir de près de 600 mètres carrés, non loin du Country Club.
Eric et son épouse y ont un groupe d'amis et ils se retrouvent souvent pour jouer au golf ensemble. Les dimanches se passent en général en famille, à l'occasion d'un brunch au country club. Eric a ses propres occupations. Il lui arrive de jouer à des jeux d'argent et il a également des relations extra-conjugales. Et bien sûr, Sherry ne savait rien. Seul un ami d'Eric, Jim DiMeo, fait l'objet de ses confidences. La vie suit alors son cours. On est désormais précisément en 2020. Doug a quitté le domicile de ses parents depuis quelque temps désormais. Il a entrepris des études universitaires à Nashville, dans le Tennessee. En janvier, Eric décide de rendre visite à son fils. Cependant, il n'a pas que de très bonnes intentions en entamant le voyage. Il s'invente un pseudo, Eric Moore, et entre en contact avec une escort girl, une certaine Layla Love. Eric est toujours marié à Sherry, mais la routine a légèrement eu raison de sa relation de couple. L'homme aime sa femme, mais il a besoin de nouveautés. Eric et Layla se rencontrent une première fois dans un hôtel de la ville. L'entente est immédiate entre les deux parties. Alors que la visite de l'homme touche à sa fin, il projette déjà les prochaines retrouvailles. Il a l'occasion de revenir sur Nashville régulièrement. Dès qu'Eric a connaissance de la date, il prévient Layla par message. Il fait en sorte que sa femme reste dans l'ignorance de son infidélité. L'homme d'affaires et l'escorte se retrouvent à l'hôtel la première fois le 5 février. Mais la relation, si on peut la nommer ainsi, éclate début mars. Layla est en couple et son conjoint Bill fait bientôt une découverte dans son portable. Il tombe sur le numéro d'Eric et découvre les quelques échanges entre sa compagne et lui. L'homme n'est visiblement pas au courant de la seconde profession de la jeune femme. Il entame des recherches afin de retrouver le fameux Eric Moore. Là, je vais vous présenter nos nouveaux protagonistes. Layla Love, de son vrai nom Holly Ann Williams, est née le 14 janvier 1987. Elle est née à Murfreesboro dans le Tennessee. Afin de continuer notre récit, je vais désormais présenter la jeune femme sous son véritable prénom. Donc Layla Love, c'était en quelque sorte un pseudo. En réalité, elle s'appelle Holly. Donc cette fameuse femme, on va l'appeler désormais Holly. On sait peu de choses au sujet d'Holly et son entourage. J'ai pu lire cependant que les relations avec sa famille étaient assez difficiles. Holly a 33 ans lors de sa rencontre avec Eric. C'est une jeune femme qui attire facilement les regards, pas seulement par sa beauté, mais par sa personnalité. Elle aime s'apprêter et sortir pour aller danser. Comme ses amis ne veulent pas toujours sortir, elle se rend seule dans des clubs. L'occasion pour elle de se faire de nouvelles connaissances. Si elle travaille comme esthéticienne en institut, Holly exerce également en tant qu'escort girl depuis plusieurs années. Peu de personnes connaissent sa seconde activité, qui se révèle forte lucrative. Holly se dévoile sur des sites spécialisés, comme Preferred 411 et Slixa. Elle a de nombreux clients, dont des réguliers. Certains sont prêts à débourser entre 20 000 et 30 000 $, rien que pour être en sa compagnie un week-end. D'ailleurs ici, je vais vous poser cette question qui va faire débat, mais vous en pensez quoi de ce genre de métier ? Être une escort girl et gagner des sommes astronomiques en échange de quelques services. Si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'on fait affaire à un sujet très délicat qui fait beaucoup de bruit en société, mais j'aimerais avoir vos avis. Ouais, je suis assez curieux. Le Mogo est curieux parce que 20 000, 30 000 $, rien que pour la compagnie d'un de je sais pas qui pendant un week-end, ça fait tourner la tête. Bref, moi j'attends vos avis, je ne me positionne pas, bande de fourbes. Holly va se confier en particulier à une amie prénommée Marie, qu'elle connaît depuis peu. La jeune femme n'ignore pas que cette activité est risquée. Elle a trouvé le moyen d'attirer un certain type de profil. La rencontre avec une personne est facturée 1 500 $, tandis que celle avec un couple 2 500 $. Holly a également quelques échanges avec des collègues escortes. Elle tente de s'informer un maximum sur les clients qu'elle ne connaisse pas, afin d'être toujours en sécurité. Mais bon, dans ce milieu, on n'est jamais sûr de rien, malheureusement. Tu peux très bien tomber sur un homme qui va être doux avec une autre escorte et du jour au lendemain, quand il va être avec toi, ça va être un tout nouveau visage. Ce genre de métier fait très peur parce qu'au fond, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu peux très bien tomber sur un putain de psychopathe qui te fera la peau. Quelques mois plus tard, Holly tombe amoureuse de Bill Lonway. Les sentiments de la jeune femme sont intenses. Elle délaisse ses amitiés au profit de son nouveau petit ami. Malgré ça, Holly ne décide pas de rompre le lien avec le monde de l'escorting. Elle n'en parle pas non plus à Bill. William Bill Lonway voit le jour le 17 mars 1983 à Clarksville, au Tennessee. À l'instar d'Holly, son enfance est assez méconnue. Mais un événement marquant survient dans sa famille. Alors qu'il est tout petit, son père poignarde sa mère à mort.
À la suite de ça, Bill est élevé par une tante. L'homme de 36 ans est mécanicien. D'une première relation avec Dana, il est devenu le père de Madison Kay en 2006. Mais la vie se révèle bien cruelle pour les jeunes parents. La petite Maddie est diagnostiquée d'un cancer. Elle suit des traitements à l'hôpital, mais en vain. La fillette décède à l'âge de 5 ans, en 2011. Dana et Bill se séparent par la suite. Au moment de notre récit, Holly et Bill sont en couple depuis un moment. Cette histoire d'amour n'est pas vraiment saine. La relation est ponctuée de consommation de substances et de plein d'autres bêtises. Dès le début, ils passent du temps en rave party et se droguent. Les personnes qui sont amenées à côtoyer Bill pensent que ces excès sont dus à ce qu'il a pu vivre par le passé. Bill emménage pendant un temps chez sa conjointe. L'homme se trouve dans une situation difficile. Même s'il est mécanicien de profession, ses sources de revenus ne sont pas stables. Il enchaîne les petits jobs comme un livreur de colis. Bill vend également des jeux de poker. Outre les substances, la violence fait son apparition. Le couple se dispute violemment au point de se frapper en avril 2019. La jeune femme prévient alors directement la police. Elle demande une ordonnance de protection contre Bill. La plainte indique que l'homme a volé la carte SIM du téléphone de Holly. Bill va alors donner un coup de poing dans le pare-brise de la voiture de la jeune femme. Holly n'échappe pas à la violence de son conjoint. L'homme la frappe au niveau de la bouche. D'ailleurs, je tiens à dire que les hommes qui battent leurs femmes, vous êtes des merdes. Excusez-moi, mais je devais le dire, il fallait que ça sorte. Bref, le couple ne vit plus ensemble à l'issue des faits. Mais peu de temps après, Holly abandonne sa plainte. Cet épisode n'empêche pas Bill de poursuivre ses recherches dans le portable de sa conjointe. L'appareil révèle une liste de clients que Holly côtoie. L'homme relève le nom d'un radiologue local dont les échanges sont fréquents. Holly et lui se voient régulièrement depuis plusieurs années. Bill va alors récupérer le numéro du radiologue et le contacte de manière anonyme. Il va lui dire de cesser toutes les rencontres avec Holly. Sinon, il le dénoncera auprès de sa femme et de ses employés. La relation entre Holly et Bill connaît des hauts et des bas. On est sur une relation saccadée entre séparation et réconciliation. Suite à une dispute, Bill va se rendre chez Holly. Comme il connaît le code d'accès de l'appartement de la jeune femme, il entre sans difficulté. Bill vole son chien et quitte les lieux. L'animal est abandonné à proximité d'une autoroute et malheureusement percuté par une voiture. Holly comprend ce qui s'est passé. Elle change le code de sa porte afin de renforcer la sécurité de son domicile. Malgré ça, Bill est toujours dans les parages et dans ses pensées. Le couple se forme une fois de plus. Le début d'année 2020 est charnière dans la vie professionnelle d'Holly. La trentenaire souhaite se responsabiliser davantage. Elle n'a plus envie de régler ses factures en retard et souhaite être accompagnée dans d'autres démarches. Holly embauche un comptable pour l'aider avec les impôts par exemple. Elle prête une attention particulière aux nouveaux clients. Maintenant que Bill est au courant de son activité, la jeune femme décide de mettre en garde son conjoint. Holly lui écrit un message. Bill n'a plus intérêt de faire preuve de jalousie. Il ne doit plus lancer des disputes dès qu'elle part pour son activité. Elle doit désormais reformer sa clientèle, comme l'homme a fait fuir des personnes qu'elle côtoyait depuis longtemps. Bill n'apprécie pas vraiment cette annonce. La menace pesant sur le client radiologue de sa compagne s'exécute. Bill trouve le contact de sa femme et il lui balance tout. Le radiologue est obligé de révéler qu'il a effectivement été en lien avec une escort girl. Bill n'est pas prêt de laisser passer ce qu'il vient de découvrir dans le téléphone d'Holly. Avec le numéro de téléphone et les maigres informations à sa disposition, il se met en quête d'Eric. Il ne pouvait pas laisser passer ça, il va alors le traquer. L'homme remonte à la véritable identité de son prétendu rival. C'est un riche homme d'affaires et il est marié. Cela lui donne une idée. Bill envoie un message à Eric indiquant qu'il est au courant de tout. Il réclame 25 000 $, sinon il dénoncera Eric auprès de sa femme. On est désormais sur une autre stratégie que celle du radiologue. Le 13 mars 2020, le 911 reçoit un appel. C'est un ouvrier du bâtiment à l'autre bout du fil. Alors qu'il se rendait sur un chantier, il est tombé sur une scène effroyable. Une voiture se trouve dans un fossé contre un arbre. L'homme s'est approché dans l'idée de porter secours. La carrosserie du véhicule présentait de nombreuses balles. On ne pouvait strictement plus rien faire pour les deux occupants. La police se rend directement sur les lieux. Les agents font à leur tour face aux victimes. Une femme est allongée sur le sol de la banquette arrière. Un homme est renversé sur le siège passager. Des pièces d'identité permettent d'identifier Holly Williams. L'homme n'est autre que son compagnon Bill. Le couple a été pris pour cible. Les enquêteurs débutent leur investigation avec la fouille de la vie privée du couple.
Les réseaux sociaux et leur appareil personnel permettent de comprendre la dynamique du couple. Ils voient comme la relation est complexe, même quelques heures avant la découverte de leur corps. La résidence d'appartement d'Holly, disposant de caméras de surveillance, les vidéos sont visionnées. Holly et Bill quittent l'habitation ensemble, bien qu'à quelques instants d'intervalle. Ils revêtent tous les deux de quoi couvrir leur tête, comme pour se cacher. Pourtant, la scène se déroule en soirée. Le couple va rejoindre le parking, mais la vidéosurveillance ne couvre pas l'ensemble de leur parcours. Les enquêteurs se fient ensuite à la partie audio. Le couple entre dans la voiture ensemble avant que Bill s'interroge à voix haute. Des coups de feu retentissent, suivis d'hurlements. Holly hurle sa détresse alors que son conjoint ne donne plus de signe de vie. La voiture s'en va, visiblement avec la jeune femme à son bord, qui ne cesse de crier. Les appareils du couple sont analysés en profondeur. La carrière secrète d'Holly est mise en lumière. Les enquêteurs se rendent compte que Bill avait intercepté des contacts de la jeune femme. L'homme a menacé 2 des clients de sa compagne. Le premier est mis hors de cause, tandis que le deuxième, Eric Moore, semble assez mystérieux. Bill lui a même demandé une certaine somme d'argent, dénotant avec les menaces à l'encontre de l'autre. Les enquêteurs songent directement que la profession d'Holly n'est pas étrangère à ce qui est arrivé au couple. Le fait que Bill s'y soit mêlé non plus. Les autorités se lancent à la recherche du fameux Eric Moore. Elles ne mettent pas bien longtemps à remonter la trace de l'homme en question. Eric Moore, comme vous le savez, n'est autre qu'Eric Mond, l'homme d'affaires. Compte tenu du profil du suspect, le FBI est contacté afin de se joindre aux enquêteurs. C'est l'agent spécial David Somme qui se retrouve en charge du dossier. L'homme est employé au FBI depuis 12 ans quand il reçoit le dossier concernant le double meurtre. À ce stade, les autorités de Nashville n'ont aucune preuve solide pour incriminer qui que ce soit. Si Eric Mond apparaît comme un suspect tout trouvé, on ne sait pas comment il aurait pu commettre les crimes. Eric Mond était un homme d'affaires, et il y a peu de chances pour qu'il ait agi seul. Il y a fort à parier qu'il ait engagé des personnes pour agir sur son ordre. Ses communications sont mises sous surveillance. Après de longs mois de recherche, l'agent Somme identifie 2 personnes en mesure de réaliser un projet de meurtre. L'agent commence à faire surveiller les communications d'Eric Mond. Il se rend compte que l'homme a eu des discussions intéressantes avec Gilad Peled, un agent de sécurité de sa concession. Plus troublant encore, une belle somme d'argent a été versée à une société de sécurité. L'entreprise appartiendrait à une connaissance de Gilad. Là, vous êtes en train de vous dire, comme tout le monde, c'est peut-être par rapport à ses affaires qu'il lui a versé cette somme d'argent. Oui, ça paraîtrait normal, mais pas pour 750 000 $. Là, c'était beaucoup trop gros. Eric Mond et Gilad Peled sont interpellés peu après afin de s'expliquer. Si Eric ne semble pas disposé à répondre aux questions, ce n'est pas le cas de Gilad. L'agent de sécurité révèle une situation bien plus complexe qu'imaginé au départ. Il est temps de raconter le déroulé des faits. Écoutez bien parce que c'est du grand n'importe quoi. Il s'avère qu'Eric s'est confié à Jim, son ami de confiance, au sujet du chantage. Jim invite son ami à se rapprocher d'un de ses employés. Un nouveau responsable de la sécurité a été engagé dernièrement à la concession d'Austin. L'homme, Gilad Peled, a un passé particulier. Il a apparemment servi dans le Mossad, l'un des services de renseignement israéliens. L'homme a également servi comme garde du corps pour l'acteur Charlie Sheen. Les situations compliquées, ça le connaissait bien. Gilad se dit qu'il ne peut pas agir seul. Il entre en contact avec un certain Brion, un homme ayant servi dans l'armée américaine. Brion n'est autre que le mari d'une amie de la femme de Gilad. Il était engagé dans les forces spéciales. Brion ne tarde pas à intégrer un autre homme dans le complot. Ce dernier, Adam Carey, a également fait partie des Marines. Eric ne connaît pas exactement l'identité de la personne qui le fait chanter. Pour lui, il s'agit de Layla Love, l'escort girl de Nashville. D'ailleurs, l'homme ne connaît pas le nom de cette dernière. En trouvant son nom, on la trouvera elle. Et c'est une chose qui sera faite assez vite, grâce à la société de sécurité privée. Holly est loin de savoir ce qui l'attend et ce que son conjoint a fait. La jeune femme est suivie par les 2 Marines engagés pour la coquette somme de 50 000 $. La mission initiale n'est pas de tuer Holly, mais de négocier. Le commando se rend compte qu'Holly n'est pas seul et que son conjoint ne serait pas étranger au chantage. Adam va dire à Brion et Gilad qu'il pourrait faire taire Holly et Bill. Le coût de l'opération tournerait entre 50 000 et 60 000 $. L'appât du gain fait tourner la tête des 3 hommes. Gilad, qui est le principal interlocuteur d'Eric, lui parle de cette idée. Eric ne sait pas combien cela pourrait coûter. Il propose 500 000 $, ce qui convient parfaitement aux 3 hommes.
Puis quand il est décidé d'en finir avec Holly et Bill, la somme est revalorisée à 750 000 $ le 12 mars 2020. Quand je vous dis que l'être humain est complètement barjot, il est complètement fou. Tu vas tuer ton prochain pour de l'argent. Tu vas gâcher ta vie et passer le restant de tes jours en prison pour une somme d'argent. Faut vraiment être perché pour tomber dans ça. Parce que ce qui est con ici, c'est que tu sais que tôt ou tard, ça va te retomber dessus. T'as beau avoir 1 million là maintenant et en profiter pendant quelques mois, ça vaudra jamais la prison à perpétuité. Enfin, je dis ça, mais j'espère qu'ils ont eu la prison à perpétuité. Parce que des grands fous comme ça, faut les enfermer. Bref, je reprends le cours de l'histoire. Le 12 mars, Brian et Adam se rendent à Nashville. Ils se postent à l'extérieur de l'appartement de Holly. On ne sait pas s'ils sont au courant d'une sortie à venir ou s'ils attirent Holly et Bill à l'extérieur. Le couple sera attaqué dans le parking. Bill est tué par balle sur place, tandis qu'Holly est enlevée dans son propre véhicule. La trentenaire est exécutée sur un chantier de construction. Brian et Adam sont également arrêtés par les autorités. Suite à son arrestation, Eric peut compter sur le soutien de quelques amis. Ces derniers lui apportent des livres afin de passer le temps en prison. L'entourage d'Eric, comprenant les membres du country club, ont du mal à croire aux faits reprochés. L'homme a également vécu une séparation ainsi qu'un divorce. Eric, qui ne souhaite pas s'engager dans une telle procédure, a dû s'y résoudre. L'entreprise familiale des Mound est vendue en 2022. On ne sait pas si la vente a eu lieu consciemment ou si la famille n'a pas eu le choix. La vente permet à Eric d'être défendu par une équipe d'avocats chevronnés. Un procès s'ouvre fin novembre 2023. L'instruction dure 2 semaines. Les parents et les sœurs d'Eric sont présents au tribunal, contrairement à son ex-femme et ses enfants. Le 10 décembre, Eric Mound est reconnu coupable du double meurtre. C'est également le cas pour 3 autres chefs d'inculpation. L'un pour conspiration pour commettre un enlèvement entraînant la mort et port d'armes à feu. Brian et Adam sont reconnus coupables des mêmes chefs d'inculpation. Gilad Peled a quant à lui plaidé coupable en 2022. L'homme a pu bénéficier d'une peine amoindrie en témoignant contre les autres accusés. Un autre procès aurait été demandé en septembre 2024 à l'encontre d'Eric Mound. En attendant d'avoir les peines contre ces meurtriers, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta Mogota Sama. En tout cas, courage aux familles qui ont perdu leurs proches. 2 vies ont été tristement arrachées par un plan machiavélique. Des gens horribles qui ont commis des atrocités. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et comment vous dire que c'était un putain de film. Ce genre d'histoire, on a du mal à se dire que c'est réel. Et pourtant, dans le monde des riches, je pense qu'il y en a énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, je suis assez curieux d'avoir vos retours. Ici, 2 vies ont été arrachées alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Et comme souvent au centre de tout ça, l'argent et l'infidélité. Eric Mound était l'héritier d'un empire automobile familial. L'homme était destiné à reprendre la suite de son père qui avait lui-même hérité de son père. Eric n'avait pourtant pas le même ressenti que ses prédécesseurs sur les affaires. Il n'était pas connu pour être un travailleur acharné. Même si sur le plan personnel il semble heureux, Eric s'ennuie. Il profite d'une visite auprès de son fils afin de rencontrer une escort girl, Layla Love. La jeune femme, malgré elle, se retrouvera par la suite au cœur de plusieurs plans financiers. En effet, Bill, son conjoint, n'accepte pas sa double vie. En découvrant l'identité de son nouveau client, il se dit que c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Eric, de crainte de voir sa réputation entachée, se lance dans de terribles projets. Il engage des personnes afin de régler le problème de l'escort girl et de son conjoint. Il dépense une somme considérable. Holly et Bill seront sauvagement assassinés. Ici, j'ai une pensée pour les victimes, exécutées comme de vulgaires criminels. Elles se sont retrouvées face à 2 individus entraînés et armés. Leur chance de s'en sortir était malheureusement assez mince. Ici, tout a commencé par un chantage qui s'est terminé par un double meurtre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour plus de Mogo, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta Mogota Sama. Vous avez le lien juste en bas et je vous attends très nombreux. Cette affaire était complètement dingue et j'attends vos retours la concernant dans les commentaires. Sur ce mes amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.